Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Entre deux. Entre deux, c'est une émission coproduite par Dabarou TV et BLTV. Une émission qui abordera des questions politiques, des questions économiques, des questions de société et j'en passe. Ce matin, nous abordons un sujet brûlant qui a récemment secoué l'actualité. L'arrestation de l'activiste Fréonvi au Togo, suivi de son extradition au Bénin, de sa présentation au procureur de la Criette et enfin de sa mise sous mandat de dépôt. Cette situation a déclenché une vive réaction de la part des députés de l'opposition qui dénoncent d'ailleurs une atteinte grave aux droits et libertés et réclament la libération immédiate et sans condition de Fréonvi. Pour comprendre les enjeux de cette affaire, ses implications politiques et ce qu'elle révèle du climat actuel au Bénin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau ce matin un député de l'opposition reconnu pour son engagement indéfectible dans la défense des libertés démocratiques. Ensemble, nous allons tenter de démêler les faits et de discuter des actions que l'opposition entend mener pour répondre à cette situation. Alors oui, mon cher confrère, ce député que nous recevons sur ce plateau pour aborder ces questions-là, il s'agit de l'honorable Abibou Wurukubu, que vous voyez ici à l'écran, qui, avec lui, nous allons essayer de démêler un peu cette question-là sans entrer dans le fond du sujet. Comme vous le savez, c'est une situation qui actuellement est dans les mains de la justice et qui est actuellement en instruction. Donc nous allons essayer d'aborder cette question d'une manière un peu plus, je dirais, technique et professionnelle surtout. Exactement. Voilà. Alors, je co-anime cette émission avec mon confrère de Dabarou TV, Ismaël Balogun, et moi-même, votre serviteur, comme on dit, Kofi Arnaud de BLTV. Alors, je vais automatiquement me tourner vers l'honorable. Honorable, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Bonjour, M. Kofi, c'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Honorable, bonjour. Bonjour, Ismaël Balogun. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous reçoit pour ce premier numéro de cette émission Entre deux. C'est un plaisir. Voilà. Alors, honorable, dites-nous, quelle est votre réaction en tant que député député de l'opposition, bien sûr, face à cette arrestation du frère Fréonvi? Que pensez-vous de cette arrestation? Est-ce que cette arrestation est justifiée, selon vous? Merci beaucoup, M. Kofi. Merci, M. Ismaël. D'entrée de jeu, je crois que, comme vous avez dit, c'est un premier numéro. Voilà. C'est la première fois que je viens ici. Voilà. Je salue donc les auditeurs de BLTV et les auditeurs de Dabarou. Merci, et tout ce que vous faites aussi. Merci, pour qu'on puisse entendre d'autres voix discordantes pour qu'il y ait diversification de l'information. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, comme vous venez de le dire, l'arrestation du frère Fréonvi, je crois qu'en son temps, le parti politique Les Démocrates est monté au créneau pour dénoncer les conditions dans lesquelles le frère Fréonvi a été arrêté. Vous savez, nous on a parlé d'enlèvement, nous n'avons pas parlé d'arrestation. Et c'est ce sur quoi nous avons protesté, pour dire il est inconcevable, d'accord, qu'on aille arrêter une personne en dehors du territoire sans suivre la procédure légale, la procédure normale. C'est ce que nous dénonçons au niveau du Parti des démocrates. Nous pensons que ce n'est pas digne d'un État. Ce n'est pas digne d'un État. Et il était important que les droits de celui qui a été enlevé puissent se respecter. Vous savez, dans une procédure, dans une poursuite judiciaire, lorsqu'il y a des failles au niveau de la procédure, la poursuite tombe. On ne devrait plus poursuivre cet activiste-là parce que la procédure de son arrestation n'a pas suivi les règles qu'il faut. On ne peut pas réprimer une infraction en commettant une autre infraction. Aller enlever le frère Fréonvi tel que ça s'est passé, nous estimons que c'est une infraction. Et là, on peut utiliser une infraction pour corriger une infraction. C'est ce que nous dénonçons. Cela peut arriver à toute personne, à tout Béninois. En conséquence, donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter dans un régime démocratique. Et nous, au niveau de l'opposition, d'accord, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour sortir les griffes très tôt, pour montrer que ce qui est en train d'être fait est très mauvais et que c'est condamnable. Et qu'il ne faut pas laisser cela perdurer. C'est vrai, déjà à l'intérieur du pays, ça se fait déjà. Et voilà, on va au-delà du territoire national pour aller opérer à l'insu même des autorités officielles. Je crois que nous, en tant que Saint Béninois, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas digne d'un État. Et personne ne peut être fier de cela. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes montrés très tôt au créneau
pour dénoncer, pour dire c'est abusé. Oui, il faut arrêter. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce que vous avez demandé. Mais honorable, dites-nous, dans ce cas de figure, quelle est véritablement la procédure à suivre? Merci beaucoup. Voilà un compatriote qui est en exil, d'accord, et qui est en conflit peut-être avec l'État béninois. La procédure normale, Voilà. d'accord, alors c'est qu'une information soit ouverte et qu'un mandat D'arrêt international. d'arrêt international soit délivré contre cette personne-là. Et une fois que le mandat d'arrêt international est délivré, ce n'est pas au Bénin d'aller interpeller celui-là sur un territoire, un autre territoire. C'est à ce territoire-là d'interpeller l'intéressé, d'accord, et de lui notifier les charges que son pays est en train de à son encontre. D'accord? S'il conteste, alors on interpelle alors le pays concerné pour qu'il vienne alors devant la juridiction togolaise. Alors l'instruction sera, le débat juridique va se faire et la décision sera prise de l'extrader ou non. C'est comme ça, c'est la procédure normale. Donc un pays ne peut pas, un ressortissant d'un pays, un pays ne peut pas se lever pour aller opérer sur notre territoire. C'est de la violation. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment, c'est un comportement, je ne sais pas, vous excusez le mot, c'est un comportement de voyou. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mieux, quelle est l'identité de ceux qui ont mené cette opération-là sur les territoires à l'extérieur? Ça, c'est un autre débat à part. Et lorsque aujourd'hui, le Togo nous donne de façon officielle les informations sur l'identité, alors là, on est abasourdis. Nous estimons que ça ne s'entend pas. On va revenir sur la question, honorable. Voilà, Frère Ouvi a été, vous l'avez dit, a été pris au Togo, extradé au Bénin. Alors dites-nous, selon vous, quelle a été la raison officielle avancée pour cette arrestation et cette extradition? Alors, c'est là, en fait, le hic. Voilà. On est sur le territoire béninois, à aucun moment on a eu l'information selon laquelle une information judiciaire est ouverte contre le frère Ouvi. En réalité, ça commence déjà par là. Donc, une fois que aucune information n'est ouverte contre lui, ce qui s'est fait là, c'est juste un enlèvement. Parce que vous ne pouvez suivre personne tant qu'une information ne soit ouverte contre la personne. Mais est-ce que l'information ouverte, est-ce que forcément elle doit être rendue publique? Elle peut ne pas être publique. Voilà pourquoi nous donnons l'occasion au gouvernement de nous dire à quel moment l'information, une action judiciaire a été ouverte contre le frère Ouvi. L'opportunité est donnée au gouvernement aujourd'hui de dire à telle date, nous avons intenté une action judiciaire contre le frère Ouvi. Parce que c'est au gouvernement de nous le dire à quel moment cela a été fait. Tant que cela n'est pas fait, on ne peut pas venir prendre la personne et présenter au procureur. Non, c'est un défaut en matière de procédure. Et malheureusement, nous évoluons de défaut en défaut au Bénin. C'est ça qui est vraiment dommage. Et non seulement, lorsque nous avons fini de faire ça à l'intérieur, nous avons exporté ça à l'extérieur. Même si vous pensez que le Bénin ne peut pas parler, à l'extérieur, les gens vont parler. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Vous ne pouvez rien contre eux. Et c'est pour ça, lorsque vous ne voulez pas qu'on vous insulte, éduquez bien votre enfant. Oui, si vous ne vous donnez pas une bonne éducation, et vous laissez, vous regardez dans les yeux, lorsqu'il va sortir dehors, ce qu'il vous disait, vous vous taisez là. Les gens ne vont pas se taire au dehors. Oui, c'est à ça que nous assistons là. Quelles sont les raisons avancées pour l'enlèvement du frère Ouvi? Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, oui, le procureur de la République, le gouvernement, ils se sont tous mués dans un silence assourdissant. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous disons, ce ne sont que des conjectures. Donc il est important que le gouvernement monte un créneau, qui nous dise de quoi retourne cette affaire-là, concrètement. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est de la conjecture. Et c'est pourquoi il n'y a pas de raison pour que le gouvernement se taise. Aucune raison officielle n'a été évoquée. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons. La seule chose que nous savons, l'intéressé a été enlevé, on l'a amené au Bénin, on l'a conduit devant le procureur. Et c'est la raison pour laquelle nous, députés, comme nous avons appris cette information, on s'est rendu sur les lieux pour soutenir déjà tout au moins l'intéressé et dénoncer la procédure. Dans une telle procédure, la poursuite tombe. On ne peut pas. Et c'est pourquoi je crois que c'est une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir dans ces dossiers-là. Oui. Et comme nous sommes là, on aura l'occasion de constater ce qui va se passer. Monsieur le journaliste.
D'accord. On poursuit cette émission honorable avec cette question à votre endroit. Voilà. Pensez-vous qu'il y a une dimension politique derrière cette action-là, l'enlèvement du frère Onvi, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure? Oui. Lorsqu'une action judiciaire n'est pas ouverte contre celui qui a été enlevé, d'accord? Ça veut dire que tout ce qui se fait est politique. Tout le monde connaît ici la ténacité du chronique du frère Onvi. Et on peut savoir jusqu'à quel point ça peut gêner. Oui. Alors, à partir de cet instant, quand c'est le cas, si vous voulez poursuivre la personne, poursuivez la personne officiellement. Si vous ne le faites pas, alors tout ce que vous faites, c'est politique. Je ne sais pas si vous voyez. Et ne l'oublions pas. Le fait d'empêcher, d'accord, la liberté de parole, la liberté d'expression dans le pays, c'est ce que ça crée. Ça donne naissance à des gens comme le frère Onvi. Pourquoi je l'ai dit? Qui vous souviennent du cas de, comment il s'appelle, Jaouré Koukoumi. Bete Korovi. Bete Korovi. Vous avez oublié le dossier de Bete Korovi? À l'origine, Bete Korovi faisait ses chroniques de façon officielle, au vu aussi de tout le monde, en utilisant son propre nom. D'accord? Vous savez ce qui lui est arrivé? C'est à Malabo qu'il a été arrêté. C'est à Malabo qu'il a été arrêté. D'accord? Extradé, ça a fait l'objet de toutes les poursuites judiciaires. Et aujourd'hui, il est obligé d'être allé assis à côté du prince, s'il veut la paix. Vous pensez? Oh, mais c'est ce qu'il dit, la preuve. Il est dans un parti aujourd'hui, un parti politique, qui est l'un des partis du chef de l'État. Oui, Bete Korovi est assis à côté du prince aujourd'hui. Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Ça veut dire donc que il faisait sa chronique, d'accord, oui, sur son propre nom, avec son propre visage. Il a fait l'objet de poursuites, il a fait l'objet de menaces. Ces audios sont là, la façon dont il a été kidnappé, tout ce qui lui a été fait. À partir de cet instant, ça signifie tout ce que ça signifie. Ça veut dire que donc lorsque vous êtes décidé, à visage découvert, d'accord, à affronter ce régime-là, sur ces délits, sur ce qui fait de mauvais, voilà ce qui vous attend. Et quand c'est comme ça, la parole n'est pas quelque chose qu'on peut contenir, c'est pas possible. Si vous embrigadez, il y aura toujours les moyens pour pouvoir parler. Je crois que c'est ça qui a donné naissance au frère Onvi que vous voyez là. Et ce n'est pas encore fini. Si on pense qu'avec ce qu'on a fait là, on a fini, on n'a pas encore fini. Il y aura une autre forme, d'accord, de chronique, une autre forme d'information qui va sortir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Il vaut mieux ne pas endiguer, il vaut mieux ne pas empêcher les gens de parler. C'est le président Talon lui-même qui l'a dit. Il n'y a pas de démocratie sans la liberté. Oui, le sel de la démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression n'est pas l'anarchie. On ne peut pas... écoutez, honorable, alors, la chronique de frère Onvi, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Alors, parfois, il touche à des dossiers qui sont, comme vous venez de dire, en instruction, qui ne doivent pas être révélés. Très sensibles d'ailleurs. Très sensibles d'ailleurs. Voilà. Alors, au regard de cette approche, est-ce que les chroniques du frère Onvi étaient vraiment autorisées? Est-ce qu'on pouvait lâcher prise par rapport à ces différentes chroniques-là? C'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on aille dans le fond du dossier. Ou bien vous voulez ouvrir le fond du dossier? Non, on ne veut pas ouvrir le fond du dossier du tout. Si vous voulez ouvrir le fond du dossier, on va parce que, comme le dossier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le dossier est à l'instruction. Vous ne voulez pas qu'on aille dans le fond. Si vous voulez qu'on aille dans le fond, on peut y aller. Parce que c'est là, c'est vous qui aurez ouvert, c'est vous qui avez ouvert là. Non, on n'ouvrira pas. Merci beaucoup. On n'ouvrira pas ça. Donc, désolé alors les questions que vous êtes en train de poser. Si vous voulez rentrer, moi je suis prêt à rentrer dans le dossier, mais sous votre responsabilité. Non, on n'entrera pas. On n'entrera pas. D'accord, honorable, l'affaire est devant les juridictions, l'affaire aujourd'hui est en instruction, allez vite nous. Et les actions de frère Onvi ont été perçues par certains comme un exercice de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, est-ce que vous estimez que cette arrestation est une tentative d'intimidation, je vais dire, contre les voix critiques envers le pouvoir en place? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Je crois que c'est au-delà d'une tentative d'intimidation. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. On veut empêcher toute voix discordante. Oui. Vous voyez, il a fallu que certains aillent à l'extérieur, s'exilent pour pouvoir tenir un certain nombre de propos. Tout à fait. Parce qu'à l'intérieur du pays, lorsque vous tenez ce genre de propos, immédiatement vous faites l'objet d'arrestation, vous faites l'objet de poursuites, vous faites l'objet de tout ce que nous savons. Alors, le gouvernement ayant à sa disposition la police, la justice, tout,
vous n'avez pas raison. Même quand vous avez raison, vous n'avez pas raison. Donc, ce n'est pas ici, le problème ne n'est même pas, c'est au-delà de l'intimidation. On veut arrêter toute possibilité, d'accord, de propos discordants par rapport au régime en place. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça n'a pas commencé par Onvi. Beaucoup ont déjà fait les frais. Beaucoup ont fait les frais. Et beaucoup, aujourd'hui, sont obligés de s'aligner malgré eux. Malgré c'est vous ça dites. que nous déplorons. Bon, évidemment, ça c'est bon, ça n'engage que moi, Ouro. Ça n'engage que moi. Et je pense que si nous sommes dans un système démocratique, faisons jouer la démocratie. Oui. Et quand on parle de démocratie, d'accord, c'est la séparation des pouvoirs. Je le dis toujours. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et vous, le pouvoir de la communication. Le quatrième pouvoir. Alors, lorsque tous ces pouvoirs-là sont confondus, concentrés dans les mains des mêmes individus, la démocratie est à mal. Nous sommes dans une situation de déni de démocratie. Et si vous pensez que nous n'avons plus besoin de démocratie, ce n'est pas un souci, j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Asseyons-nous à travers une conférence nationale, à travers un dialogue national, pour dire la démocratie, là, on n'en veut plus. Ça ne nous plaît plus. Mais ce n'est pas à une seule personne de décider. D'accord? Si de quoi sera fait notre démocratie. Non, il y a un problème. C'est la dérive, ça. Ça, c'est de la dictature. Là, honorable, ici, vous parliez comme si nous étions sous un système dictatorial. Je pense que ce n'est pas le cas, puisque nous sommes en démocratie. La preuve, nous sommes sur ce plateau ici, voilà. Dans ce débat, dans un régime dictatorial. Je crois qu'on ne pourrait pas le faire. Alors, et dans le pays, c'est vrai, il y a plusieurs autres personnes, plusieurs autres voix quand même qui critiquent les actions du gouvernement, mais qui ne sont pas en prison. Et donc, est-ce que ce n'est pas parce que les chroniques de Frère Onvi dépassaient un peu les bornes que, comment dirais-je, il a finalement été arrêté? Vous savez, il n'y a rien qui dépasse les bornes. Lorsque quelqu'un tient un propos et vous estimez que ce propos n'est pas juste, vous apportez la preuve contraire de ce qu'il est en train de dire. C'est tout. Apportez la preuve contraire. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, oui. Si tant est que vous estimez que ce qu'il dit n'est pas juste, prenez les dispositions légales, d'accord, pour faire comparaître Frère Onvi, pour qu'il réponde de ce qu'il dit. Là, on aura un procès équitable. Vous allez l'extrader, voilà ce qu'il a fait. On l'amène légalement dans le pays. Ça, je suis totalement d'accord. D'accord? Et qu'il réponde de ses actes. Mais vous n'allez pas pour ça aller commettre vous-même une infraction. D'accord? Pour le revenir. Et c'est ce que vous reprochez ça. Bon, jusque-là, c'est une infraction. On ne sait pas si c'est une infraction. Si ce n'est pas ça, alors que le gouvernement se prononce. On attend de voir, oui. Le silence actuel, pour moi, c'est un aveu de culpabilité pour le gouvernement. Bon, le silence actuel, pour moi, c'est un aveu de culpabilité. Et c'est la raison pour laquelle, même ce silence-là, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons voir clair. On veut comprendre de quoi il s'agit. Les Béninois sont-ils sortis d'ici? Des individus sont-ils allés rapper là-bas? Sont-ils allés enlever quelqu'un là-bas? Nous voulons le comprendre, que notre gouvernement se prononce. Et en ce moment, nous allons faire le débat. Bon, je crois que le gouvernement, comme vous l'avez dit, ne sait pas à son temps, et il va évoquer la question. Tout à fait. Et apporter. On l'attend là-dessus. C'est nécessaire. Nous en avons besoin. On l'a toujours fait, je crois. Nous en avons besoin. Ils vont apporter. Nous en avons besoin. Je vais écouter Léa Noubedi sur la question. Je vais écouter le procureur de la République sur la question. Tous sont les attentes. On attend de voir. Oui. Honorable, nous allons un peu inverser les rôles. Si nous étions sous un gouvernement démocrate, par exemple, et Frère Onvi faisait de telles déclarations qui révèlent des dossiers encore en instruction, comment réagirez-vous? Merci beaucoup pour la préoccupation. Oui. C'est que si vous étiez dans un gouvernement démocratique, Frère Onvi n'existerait pas. Il serait sur les territoires pour dire tout ce qu'il veut. C'est ça la différence fondamentale. Un gouvernement démocratique, un gouvernement de type démocratique n'est pas là pour faire des exilés, non, pour faire des clandestins. Donc là, ça veut dire ça veut dire que Frère Onvi n'assume pas ce qu'il dit alors. Il assume. Non, si Frère Onvi assume, d'ailleurs, il assume. Il n'assume pas, puisque déjà. S'il assume, c'est qu'il va rester sur son territoire. Et plus encore, oui, plus encore, la suite de dossiers, en fait, il y a eu une petite partie de ce qu'on a perçu. Voilà. Il paraîtrait qu'il n'a pas reconnu être Frère Onvi. Alors, quelque part, ça veut dire que lui-même, il se reproche quelque chose sur la question, par exemple, à cette identité-là. Honorable, sur la question où il ne se reconnaît pas être Frère Onvi, qu'il est un admirateur voilà, des chroniques du Frère Onvi. Voilà, et que Steve Amousson n'est pas Frère Onvi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la question? C'est déjà... Alors, avant de me prononcer sur cet aspect de la question, oui. Je voudrais revenir sur le fait que vous dénoncez que le Frère Onvi soit
en exil, soit à l'extérieur pour tenir ce propos. Ces propos. Pourquoi ne pas rester sur son territoire? Alors, vous pensez que c'est la première fois qu'un Béninois est en exil et intervient politiquement lorsque les conditions à l'intérieur ne vous permettent pas de vous exprimer? Qu'est-ce que vous faites? Même le président Patrice Talon, qui est là aujourd'hui, est-il allé en exil, oui ou non? Pendant qu'une information est ouverte contre lui. Le cas de Rouvi, c'est le premier cas d'exilé qui intervient de l'extérieur. D'accord? Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on se lève de ses soins pour aller en exil. C'est les conditions dans lesquelles on vous soumet à l'intérieur du territoire qui vous amènent à sortir de chez vous. Ça commence par là. Revenons sur la question donc de l'identité du frère Onvi. Que le frère Onvi soit le frère Onvi, ou bien qu'il soit Steve Amoussou. D'accord? Nous, ce que nous condamnons, c'est la procédure d'enlèvement de l'intéressé, qu'il soit Onvi ou Steve, ce n'est pas là notre problème. La procédure qui est mise en place pour aller enlever la personne, c'est une méthode de voyou. Ce n'est pas bon pour un État. Bon, on ne dirait pas que c'est une méthode de voyou, ça c'est le mot de l'honorable. Voilà. Oui, c'est mon mot, j'assume ça. Mais ici... Lorsqu'un État ne respecte pas les règles, aussi bien internationales que nationales... On va essayer de diluer un peu les mots sur d'accord. Également, par rapport à cela, jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, Laura même l'a dit, et le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la question. Nous allons attendre ce que le gouvernement dira par rapport à cette situation. Tout à fait. Pour savoir, puisque jusqu'à présent, ce que nous avons entendu, les propos qui sont sortis, c'est une arrestation. C'est vrai, l'Europe pense que c'est un enlèvement. Bon, le mot peut-être est un peu... Parce que lorsqu'il a été enlevé, il a été remis à la justice. Tout à fait. Et actuellement, il est dans les mains de la justice. Il n'a pas été séquestré quelque part pour qu'on puisse dire qu'il a été enlevé. Oui. La justice a entamé une instruction par rapport à ce dossier. Donc, je crois qu'en tout cas, jusqu'à présent, on va entendre la suite du gouvernement pour que le... Je crois que vous êtes des journalistes. Oui, honorable. D'accord? Oui. Vous êtes des journalistes. Vous devez avoir des coudées franches par rapport à l'exercice de votre métier. Exactement. Pour aider ce pays-là. C'est très important. D'accord? Un État oui. est intervenu sur la question. On va y revenir. Et a donné une version officielle. Oui, on va y revenir sur la question tout à l'heure dans l'émission honorable. Et voilà, et le jour de la présentation justement et de la présentation du frère Onvi devant le procureur de la Criette, voilà, les députés de l'opposition, notamment les démocrates, ont effectué des déplacements de la Criette pour, je vais dire, en échappe et là, et devant les tribunaux, pour apporter leur soutien et exiger la libération sans condition de l'activiste frère Onvi. Dites-nous, comment qualifiez-vous cette action? Est-elle normale que des députés se déplacent devant la Criette avec l'écharpe sur le cou, alors que nous savons que c'est deux institutions différentes, la justice et chaque pouvoir. Voilà, c'est deux pouvoirs différents, la justice et le Parlement, des parlementaires qui viennent, je vais dire, mettre la pression sur voilà, le pouvoir judiciaire. Merci beaucoup. Sur la question, je crois que il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce port d'écharpe. Comme vous le savez, cet attribut, voilà, c'est l'attribut de la République, vous l'avez dit. Les députés, quand ils prennent fonction, ils ont droit à cet insigne, à un insigne, à une écharpe, à deux cocardes, avec lesquels ils sont dans leur voiture. Je vous assure, ces instruments, ces outils, c'est juste pour distinguer le député du commun des citoyens. Raison de plus. Vous comprenez? Permettez-moi. Voilà, allez-y. Permettez-moi. Alors, si je dis que c'est pour distinguer le député du commun des citoyens, ça veut dire que ces instruments ne sont pas des outils de travail. Être député n'est pas un métier. Vous représentez c'est une fonction temporaire. Vous permettez? Oui. C'est une fonction temporaire. D'accord? L'élément pour vous distinguer en ce moment-là, c'est l'insigne, c'est les cocardes, c'est l'écharpe. En venant à la Criette, l'objectif des députés, c'était pour soutenir le compatriote qui a été enlevé et qui est présenté au procureur. Comme vous le savez, il a été enlevé le 12 août. Il n'a été présenté pratiquement que ça devait se faire le 19 et c'est le 20 que cela a eu lieu.
il est important que celui-là, dont on l'a privé de sa liberté, illégalement, dans les conditions que nous connaissons, lorsqu'on est en train de le présenter au procureur, c'est la seule occasion que nous avons de le voir. Mais est-ce qu'il pour qu'il sente qu'il est soutenu? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que ce n'était pas les députés seuls qui devaient être là. Tout le monde devait y être. C'est comme si vous demandez à un député, pourquoi? Parce qu'il est en train d'aller à Malanville, d'accord, pour des besoins personnels. Il met la cocarde dans sa voiture. Oui, mais est-ce qu'il est de l'ordre d'un député, d'accord, d'aller manifester comme un citoyen commun devant... Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. La République a prévu les voies légales pour le député d'adresser, d'accord, des demandes, des recours au pouvoir. La preuve, je crois, l'honorable papa me te dit, il y a la question orale, la question écrite, par rapport à des sujets que les députés peuvent adresser au pouvoir et non aller se présenter devant. Pourquoi cela n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Bon, peut-être que c'est en cours, mais bon, l'honorable va me dire pourquoi. 2 questions ont été déposées devant le bureau de l'Assemblée nationale sur la question OV. La première question a été posée par l'honorable Eric Kondoté, la seconde par Kamewa Sangari. Malgré ça, aucune loi n'interdit à un député, d'accord, de faire ce genre de manifestation, d'apporter son soutien, de manifester. Aucune loi ne lui interdit. En venant, le procureur, lors de la présentation au procureur, le procureur a appelé simplement à notifier les charges à l'intéressé. Puisqu'il a été enlevé, on l'a amené là. C'est pourquoi on est allé l'enlever, on va le lui dire officiellement. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne peut pas interdire à un député de venir soutenir quelqu'un. Donc pour vous, c'est un fait normal. C'est un fait normal, c'est juste un soutien. On n'interfère pas. On ne donne pas la parole aux députés. Ils n'interfèrent pas, ni de loin, ni de près, ni de loin. Mais dans le même temps, à cette occasion-là, nous avons vu ça au niveau de la télé où ça a été diffusé. Les députés se sont réunis avec et ils ont donné une petite conférence de presse. C'est quoi ce jour-là, à ce niveau-là? Devant la criette. Oui, ça, est-ce que ce n'est pas une pression, d'accord, sur la justice? Non, pas du tout. Je crois que là, vous vous trompez. C'est ça. Ce n'est pas une pression du tout. Vous savez, lorsqu'on est en audience, l'audience est publique. Tous les citoyens, n'importe quel citoyen peut être là. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas interdit. Nous ne commettons aucun crime. Quand on est arrivé là, on nous a dit que le mis en cause n'est pas encore venu. Personne n'a accès à la salle. Il y a une salle pour. Et c'est le procureur qui est là. Et les avocats sont là. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune infraction. Ce n'est pas parce que vous portez l'écharpe que vous allez influencer le juge ou le... Non. C'est influençable puisque l'écharpe que vous portez est, comme tout à l'heure nous l'avons démontré, c'est un attribut de la République. Et quand toute personne voit, d'ailleurs Laurent même l'a dit, ce sont des attributs qu'on octroie aux députés lorsqu'ils sont en fonction. Ça veut dire quoi? C'est un élément qui permet de distinguer le député du citoyen lambda. Oui. Ce qui veut dire que quand on voit un député avec cet attribut-là, attention, c'est un représentant du peuple qui se trouve là. Un citoyen lambda, peut-être, mais le député, on se dit qu'il a les voies de recours normales, une voie bien sûr, pour réclamer, manifester, mais pas dans les rues. Bon, comme on l'a vu. Et le député est un citoyen lambda comme tout autre. C'est ça. Il a la possibilité de marcher. Il a la possibilité de faire des sittings. Il a la possibilité de faire toute manifestation. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, aucune loi ne l'interdit. Aucune loi. S'il y a une loi qui l'interdit, qu'on me le sorte. Il n'y en a pas. Je défie quiconque. Ça, je le dis haut et fort. Un député peut être dans une manifestation, peut marcher, peut protester. Bon, je vais poser une question à l'honorable. Est-ce qu'il est possible, d'accord, que des citoyens viennent au Parlement, d'accord, ou des éléments, le pouvoir judiciaire viennent au Parlement et manifestent comme les éléments l'ont fait au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est possible? Si un dossier qui concerne, les députés sont en activité, sont en plénière à l'Assemblée nationale, des citoyens peuvent venir protester, donner leur voix, donner de la voix par rapport à un sujet ou à un autre. Les syndicalistes viennent à l'Assemblée nationale pour protester, pour leur donner une tribune pour ça, pour s'exprimer. D'accord. Mais écoutez,
C'est pour ça que je vous dis, ces attributs, c'est pas comme une toge pour un avocat. L'avocat, lorsqu'il va aller au tribunal pour aller plaider, il doit porter forcément sa toge. D'accord? Le magistrat, il doit être en toge. C'est un outil de travail. Quand il est dedans, là, il est en train de travailler. Le député en allant à l'Assemblée nationale n'a pas besoin de mettre écharpe. Il n'a pas besoin de mettre insigne. Il n'a besoin de rien. C'est un individu comme tout autre. C'est lorsqu'il y a manifestation, on veut les distinguer des autres, qu'il est amené à porter cela, juste pour les distinguer. Ça ne fait pas de lui un super homme ou un particulier. Non, pas du tout. D'accord. Mais là, est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? D'accord? Est-ce qu'un député qui... est-ce qu'on peut arrêter un député avec les attributs de l'écharpe, je dirais? Et c'est justement là la question. Pour éviter qu'il soit confondu et qu'on l'arrête injustement parce qu'il est muni, il dispose d'une immunité parlementaire, que lorsqu'il va mettre ça, on sait que lui, on ne va pas l'arrêter. C'est pour le distinguer, c'est pour ne pas permettre aux forces de l'ordre de commettre des erreurs. C'est ce que ça signifie. Mais là toujours, il y a peut-être toujours... Ah non, c'est à savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il est là, sans insigne, sans rien du tout, un policier peut venir mettre la main sur lui, le bousculer avant qu'il ne se rende compte de qui il s'agit. Il n'est pas un citoyen lambda comme tout autre. S'il vient là, c'est qu'il y a quelque chose. Mais avec l'écharpe? Avec l'écharpe, avec l'insigne, si vous le bousculez, c'est vous qui êtes en infraction. D'accord. Honorable. Et c'est pourquoi, quand il a sa cocarde dans sa voiture, vous avez des choses, quand il vient, il passe, vous savez que lui, c'est un député. Le traitement que vous allez révéler, c'est différent de celui des autres. L'objectif, c'est cela. Ce n'est pas de faire de lui un super homme ou un homme qui influence. C'est comme si vous allez, il va passer devant la police et vous lui dites pourquoi il a mis sa cocarde pendant qu'il passe devant la police. C'est fait pour ça, pour le distinguer parmi les autres. D'accord, on vous a compris. Pour le distinguer parmi les autres. Ça n'a pas une autre signification particulière. Ce n'est pas comme une toge que vous portez lorsque vous devez aller plaider. Une toge que si un avocat va porter, un huissier va porter pour faire son travail. Non, ce n'est pas un outil de travail comme tel. Les deux n'ont pas les mêmes valeurs. D'accord. C'est la différence fondamentale. On vous a compris. C'est juste pour le distinguer. On vous a compris sur la question, c'est que... Et lui accorder une certaine préséance pour éviter alors que ceux qui le traitent évitent de commettre des erreurs sur lui. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut surtout, il faut plutôt le commander. Oui, pour qu'on le distingue pendant qu'il est quelque part, qu'on sache comment le traiter, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Parce qu'il est doté d'une immunité, il est venu d'une immunité parlementaire. Ah, parle même d'immunité. Oui, bon, je te laisse aborder. Allez-y, on continue, mes chers amis. Qui est clair à travers la réponse que vous avez apportée tout à l'heure, c'est qu'on sait désormais que voilà, et la présence des députés en échappe devant la criette, c'était dans la chose, dans la normale. Oui, c'est juste pour soutenir voilà, le conflit. Il n'y a pas autre chose. Le frère Onvi. Il n'y a aucune émission. D'accord. Dans donc l'activité judiciaire. Non, pas du tout. Est-ce que dans ces conditions-là, l'immunité couvre le député voilà, dans ces conditions-là? Bien sûr. Bien sûr. Comme vous le voyez, l'article 90 de la Constitution définit donc les conditions dans lesquelles, d'accord, l'immunité du député s'exerce. D'accord. À partir de cet instant, oui, on ne va pas devant le juge, on ne va pas s'interposer à l'acte. C'est pourquoi, quand vous l'avez dit au début, que la présence était pour aller libérer. Non, ce n'est pas le rôle du député d'aller libérer celui qui a... Non. Le député manifeste, proteste par rapport à une situation donnée qu'il estime qui est illégale. Le député est un citoyen lambda comme tout autre. Il a le droit. Le député peut marcher. On peut protester devant l'Assemblée nationale, devant le ministère de la Justice, partout. L'essentiel, c'est de le faire dans les conditions légales. Dans les conditions légales. Très bien. Oui. D'accord, dans les conditions légales, honorable, dans la même lancée, le Togo a, je dirais, donné sa version officielle des faits qui concernant justement l'enlèvement, si on peut m'exprimer ainsi, du frère Onvi. Dans ce dossier, le Togo a donné effectivement sa version des faits et a cité même des noms des compatriotes béninois et togolais également. Et puis voilà, et a lancé un mandat d'arrêt international contre ces derniers. Honorable, sur la question, que pensez-vous de la réaction du Togo et dans ce dossier du frère Onvi? Merci beaucoup. En réalité, c'est pour nous l'occasion de remercier les autorités togolaises. Remercier pourquoi? Les remercier pour avoir levé un point de voile. Si ce qui ne nous paraît pas clair par rapport à cette question, aujourd'hui nous sommes convaincus que les autorités togolaises ne sont pas complices de cet enlèvement. Ils ont clarifié la situation pour montrer que l'enlèvement de
cet individu-là n'est pas le fait des autorités togolaises. Les autorités togolaises ne sont mêlées ni de près ni de loin par rapport à ça. Et les autorités togolaises s'insurgent par rapport à ça et délivrent donc un mandat d'arrêt pour dire que ce qui s'est fait sur les territoires, ils ne l'acceptent pas, ils ne sont pas contents par rapport à ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit déjà à l'entame, on ne peut pas commettre une infraction pour régler une autre infraction. Là où nous sommes à un niveau, on dit lorsque vous sautez sur de la braise, il vous reste encore un saut à faire. Le gouvernement béninois, à travers cet enlèvement, a sauté sur de la braise. Oui. Le gouvernement togolais leur a renvoyé la balle pour dire, expliquez-nous ce qui s'est passé. Non seulement le gouvernement togolais, mais nous les Béninois, on a besoin d'explications de la part de notre gouvernement. Parce que ce que notre gouvernement fait nous concerne. C'est nous qui répondons de ça. Et la façon dont on va traiter notre gouvernement là, c'est de cette même façon qu'on nous traite. Parce qu'on ne nous distingue pas de ceux qui sont à tête de ceux qui sont à l'opérationnel. Nous sommes tous concernés. Ça. Et nous pensons que si on a un gouvernement, le moment est arrivé que ce gouvernement-là s'explique pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je vous dis, depuis que le Togo est intervenu, on a compris que nous avons moins de conjectures, on a plus de certitude aujourd'hui. Et nous pensons que le gouvernement béninois doit pouvoir faire confiance, d'accord, aux autorités togolaises en matière de justice. Comme ils nous ont toujours demandé au niveau de l'opposition de faire confiance à la justice. Lorsque vous avez raison, vous serez blanchi comme neige. Que le gouvernement béninois puisse aussi mettre à la disposition des autorités togolaises tous ceux qui ont commis ce forfait-là pour qu'on puisse clarifier la situation. Parce que nous sommes à moins d'un an, ou bien à moins de 2 ans des élections présidentielles. On ne peut pas évoluer dans une situation d'insécurité et d'incertitude. C'est la question à suivre. Je voudrais revenir un peu sur ce que l'honorable vient de dire. Oui. Alors, je veux savoir, honorable, bon, vous êtes dans le secret des dieux un peu, je dirais. Alors, pour raison d'État, est-ce que ce genre de situation peut arriver dans une démocratie? Parce que, si je me souviens bien, le Togo, aujourd'hui, qui évoque cette situation, a eu à poser, je crois, un tel acte aussi avec un citoyen togolais qui, le Togo, est allé récupérer pratiquement dans les mêmes conditions au Ghana. Et cette situation, c'est plus ou moins, si je ne me trompe pas, le même contexte similaire que nous voyons. Alors, est-ce que pour raison d'État, des situations pareilles peuvent arriver, même en démocratie? Alors, merci beaucoup. La question se pose de savoir si la raison d'État est raisonnable. Vous l'avez fait en philosophie. Oui, bien sûr. Voilà. Dans le contexte actuel, où notre pays est presque en conflit avec tous ses voisins, comme les gens s'amusent à le dire, c'est seulement avec l'océan Atlantique qu'on n'a pas de problème. Pourquoi aller créer nos problèmes encore? Est-ce que c'est nécessaire? Les forces de l'ordre que nous avons, les connaissances que l'appareil judiciaire a, est-ce qu'on ne peut pas le faire valoir pour aller arrêter quelqu'un à l'extérieur? Ce que je comprends, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des méthodes cavalières que j'ai qualifiées de méthodes de voyous, dont notre gouvernement, dont notre État, d'accord, est devenu maître. Et nous pensons que c'est mauvais. Quand on dit, on crie à l'intérieur du pays que c'est mauvais, ne le faites pas. Faites les choses dans les règles de l'art. C'est pour éviter la situation dans laquelle on est en train de se trouver aujourd'hui. D'accord. Parce que ça ne met aucun citoyen à l'aise. Ça ne met personne en sécurité. Oui. Et dans un contexte démocratique, c'est quelque chose qui ne devait pas se faire. D'accord. Et pour rien au monde, il ne faut l'accepter. Il faut quand même que le minimum de droits soit respecté. C'est très important pour un État. Pour l'honorable, l'État n'est pas un individu. Voilà, pour vous, il faut que le minimum du droit soit respecté dans notre pays. Honorable, on poursuit l'émission. Voilà, pour vous aujourd'hui, avec l'arrestation du frère Onvi, est-ce que voilà, cette affaire n'aura pas, je dirais, un impact sur le climat politique et social au Bénin, avec notamment l'échéance électorale que nous allons d'ici bientôt, ce sont les élections présidentielles, législatives et communales. Est-ce que cela n'aura pas un impact sur notre climat aujourd'hui au
Bénin. Le climat politique était déjà délétère. L'arrestation du frère Ovi ne fait que venir en rajouter à ce qui existait déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement aujourd'hui donne les preuves de ce dont on l'accusait déjà en matière donc d'orthodoxie, en matière de manière de se comporter lorsqu'il s'agit d'avoir affaire avec les citoyens. Les méthodes brutales, à la limite qui datent de l'époque de Napoléon, si j'ai pu m'exprimer ici. Il faut arrêter avec ces méthodes-là. D'abord, bon, si l'honorable parle ici, je dirais non, là c'est un peu trop dit, puisque d'ailleurs, la preuve, l'honorable est là. Il parle, il dénonce certaines choses, mais pourtant, il n'a pas été arrêté. Il y a des gens qui dénoncent certaines choses dans le pays, mais ils ne sont pas arrêtés. Donc on ne peut pas dire que nous sommes à l'époque de Napoléon ou que notre situation ne ressemble pas à une démocratie, mais je pense que si dans ce pays, il y a des citoyens qui peuvent s'exprimer, comme l'honorable le fait actuellement, sans pouvoir être inquiété, c'est que nous sommes dans une démocratie et que tout va bien. Maintenant, par rapport à certaines choses, bon, c'est même pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à l'honorable, est-ce que peut-être ce n'est peut-être pas aller un peu trop loin avec cette situation de frère Ouvir qu'il fallait forcément peut-être arrêter. Le gouvernement a ses raisons. Donc c'est d'aujourd'hui que les conséquences seront très énormes. Mon cher ami, honorable, je crois que cette arrestation du frère Ouvir est en train de nous montrer ce que les gens préparaient en réalité dans le contexte politique à venir. Parce que ce n'est pas pour la première fois que cela est arrivé. Ne l'oubliez pas. Il n'y a pas longtemps, un compatriote béninois du nom de Yacouba, comment j'ai oublié son nom, au Niger, c'est ce que je vais dire. Au Niger, Yacouba quelque chose. J'ai oublié son nom, ça va revenir. Mais ce compatriote qui s'est déclaré président du Bénin à l'extérieur, il est en exil, il a été assassiné purement et simplement, chez lui. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune information n'a été ouverte. Rien n'a été dit sur ce compatriote-là. Yacouba Badarou. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? On ne sait pas. D'accord? Cette situation nous montre, d'accord, que ça veut dire qu'à l'intérieur de notre pays, il y a des gangs qui existent, qui opèrent pour le compte des autorités politiques. Et c'est ça, ça fait froid au dos. Les gens l'ont dit, nous avons aujourd'hui la preuve. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est important que le gouvernement puisse monter au créneau pour nous clarifier la situation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de rivalité politique. Oui, qu'est-ce que les autres vont faire pour contrer à l'encontre des uns et des autres? C'est ça le problème. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous avons l'obligation d'amener le gouvernement, d'accord, à s'expliquer, à nous dire exactement, depuis quand ils ont commencé même à faire ça, depuis quand ils ont des gangs qui interviennent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais parlant de... Nous n'allons pas parler de gangs, honorable, tout à l'heure... vous n'avez pas suivi. Vous ne savez pas à quoi appartient. Le MMA, c'est quoi? Le MMA, c'est quoi? C'est quoi? Tout à l'heure, lorsque vous parlez de... Mon cher ami, faites l'effort de ne pas tomber dans les escarcelles. Oui, sinon, c'est qui va vous prendre. Honorable. Et oui, c'est très important. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nous. C'est pour tout le peuple béninois. Il ne faut pas que le peuple... À la limite, il ne faut pas qu'on nous taxe de cela. Ça ne nous honore pas. On ne le dit pas forcément pour nuire au président Patrice Talon, pour nuire à son gouvernement. Non. C'est pour éviter de ternir l'image du peuple béninois. D'accord. Cela nous est arrivé depuis combien de temps? Mais encore que le cas dont parle l'honorable, le cas Badarou n'est pas arrivé sous le gouvernement du président Patrice Talon. C'est arrivé sous quel président? Je vous assure, mon cher, allez-y rester. C'est arrivé, c'est Bazoum sous Bazoum que c'est arrivé. Donc c'est sous le président Patrice Talon. D'accord. Et nous demandons à partir de maintenant que le procureur puisse ouvrir une information sur le cas Badarou Yacoub. D'accord. On va y revenir. D'accord. On va y revenir dans... Ce dossier est en train de soulever des lapins. On va y revenir dans nos et ce n'est que le début que vous êtes, la partie visible de l'iceberg que vous êtes en train de voir là. Le plus gros lot vient derrière. Je vous assure. Aujourd'hui, quelle action l'opposition, quelle action concrète, je vais dire, l'opposition est en train de vouloir envisage mener pour la libération du frère Ouvir? Est-ce qu'il y a une stratégie de concertation avec d'autres? Même si stratégie, il y en avait, c'est pas ici qu'il faut venir. Oui, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous voulez mener? Ce qui est sûr, oui, honorable. Il y a des actions citoyennes que nous allons mener dans ce dossier. D'accord. Pour que un dossier dont la procédure connaît des failles. Si dans la procédure il y a mal donne, le dossier, le poursuite tombe.
Et voilà pourquoi nous allons nous bagarrer, d'accord, pour que le frère Mouvé soit purement et simplement libéré et que le gouvernement nous donne des garanties que désormais dans notre pays, les gangs n'iront plus attraper les gens, n'iront plus arrêter des gens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ça ne nous honore pas. On n'est pas en Haïti ici. Nous sommes au Bénin. On a la police, on a Interpol, on a tout ce qu'il faut. Il y a des méthodes légales pour faire. Nous avons dit que le gouvernement est un gouvernement violent. Pourquoi on a construit des tranchées à cause des soldats sur les frontières avec le Togo? Là, c'est encore notre sujet. Des cailloux qu'on a mis dans des frontières. Ça, c'est encore notre sujet. Voyez-vous, pourquoi nous voulons rentrer en conflit forcément avec tout le monde autour? Bon, je comprends l'honorable. C'est quoi le problème? L'honorable est dans une position de défendre. Voilà, non, c'est parce que j'ai dit tout ça. Je crois que tout ça parce que c'est du Bénin qu'il s'agit. Oui, mais à son temps. Et aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ce que vous évoquez, on doit avoir du bon voisinage avec les autres. Au Pierre. C'est très important. C'est normal. Nous avons des usines ici et que le soja. Mais il y a la méthode pour ça. C'est pas pour la première fois qu'on a eu des usines. En disant quand même que ce sont des intrants subventionnés par le gouvernement. Donc il faut que le gouvernement récupère quand même l'argent. Non, c'est là vous commettez des erreurs. Lorsque vous faites des subventions, c'est des mesures sociales. Et si vous pensez que les subventions que vous êtes en train de faire doivent avoir une incidence sur le prix, vous devez définir dès le départ. Parce que si on a déjà considéré que vos subventions sont des mesures sociales, vous ne pouvez pas alors dire que ça impacte le prix et que c'est sur cette base-là que vous allez faire. Non, c'est pas juste. Oui, mais lorsque nous sommes dans le domaine du commerce. On n'a jamais refusé. On ne vous demande pas. C'est pas normal. On ne demande pas de ne pas industrialiser le pays. On ne demande pas de ne pas fournir, d'accord, des intrants à l'industrie nationale. Mais on ne le fera pas au détriment des producteurs. D'accord, ça c'est les producteurs ne vont pas saigner pour que les industriels se développent. Honorable, c'est notre sujet. C'est pas logique. Ça ne s'entend pas. On s'assoit et on en parle. Enfin, frère, oui, on tend vers la fin de cette émission, honorable. Dites-nous, voilà, que souhaitez-vous dire à ceux qui pensent que l'opposition instrumentalise cette affaire à des fins politiques? Merci beaucoup. Je crois que dès que ça va arriver, ne pensez pas que c'est l'enfer, c'est les autres. D'accord? Ça peut arriver n'importe où. Lorsque ça va arriver à quelqu'un, qui soit à l'extérieur du pays, d'accord, contre sa volonté ou de son gré, et qu'on vienne l'enlever, ce n'est pas en ce moment qu'il faut dire « Ah, ils avaient raison ». Souvenez-vous du cas Corvi. Quand il était à Malabo, on est allé l'enlever. Il a commencé à crier pour dire que lui, il a été enlevé. Il a crié, il a dit tout ce qu'il fallait dire en son temps. Vous vous souvenez? Oui, on a suivi exactement. Les messages. Il a fallu qu'il rentre dans les rangs aujourd'hui pour que la vie sauve, pour qu'il commence à circuler. On n'a pas besoin de ça. Dans un régime démocratique, une fois que les règles existent et que tout le monde connaît les règles, qu'on puisse respecter les règles, ça là, est-ce que c'est trop demandé de respecter les règles qui existent? Dans notre pays, les règles sont là. On fait la volonté de quelqu'un. C'est ce que nous déplorons. On n'en veut à personne. Nous ne sommes contre la personne de personne, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, mais pardonnez, on ne fait pas les règles de personne puisque c'est un gouvernement qui est en place. Respectons les règles qui sont installées. Si à un moment donné, les règles ont changé, que tout le monde sache que les règles ont changé. Et dites-nous comment nous fonctionnons demain. Pour ne pas prendre des uns comme des apatrides, des autres, ils ne sont pas des patriotes. Oui, non, pas du tout. Quand l'honorable parle ainsi, c'est comme si nous sommes dans un, tu l'avais dit tout à l'heure, dans un pays dictatorial. Mais l'honorable est là, il parle, pourtant il n'est pas arrêté. Il défend sa position. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Honorable, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrêté quand vous défendez vos convictions, votre position, dans ce même pays? Vous savez, les Badibas disent ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, honorable? Il ne va pas vous interpréter. D'accord, et voilà, honorable, quels sont les prochains défis aujourd'hui pour l'opposition dans la lutte pour le respect des droits? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème fondamental, c'est la question de la relecture du code. Voilà. Le code tel que conçu est exclusif. Ce code n'est pas bon pour aller aux élections de 2026. Tel que c'est taillé, c'est très mauvais pour notre pays. Nous avons déjà fait un certain nombre d'expériences. Il ne faut pas que cela se répète encore.
vous imaginez, pour un taux de 10% pour la répartition des sièges pour les élections précédentes, on n'a eu que 3 partis. Tout à fait. Alors lorsque vous ramenez ce taux-là à 20%, aujourd'hui c'est 20%. Lorsque vous ramenez ça à 20%, pas même au niveau national, et que c'est au niveau circonscription électorale, qu'est-ce que vous recherchez? Je crois que les lois ont l'obligation d'être intelligentes. La loi doit être impersonnelle, objective. La loi doit porter en elle-même la résolution à ces problèmes. Les gens posaient la question de savoir si aucun parti ne réalise les 10%, les 20% dans les 24 circonscriptions électorales. C'est un estimé qu'il faut repartir encore. Que prévoit la loi? Rien du tout. Rien du tout. Lorsque nous prenons les statistiques de 2023, quel est le parti qui a réalisé 20% dans les 24 circonscriptions électorales? Alors dans quelle intention on est en train de le faire? On voit les problèmes comme ça, et on prend la tête, on va mettre dedans. Voilà ce que nous dénonçons. Vous le faites pour qui? Je crois que nous avons l'obligation d'aimer ce pays et ne pas envoyer le pays dans l'impasse. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est ce que nous disons. Et cette fois-ci, ça je peux vous le garantir. Oui. Ce qui veulent chercher là, ça n'arrivera pas. Tenez-vous tranquille. La meilleure façon, c'est de réaliser ce code-là. D'accord? Pour que nous puissions aller aux élections dans de bonnes conditions. Vous avez la ferme conviction que cela va se faire? Est-ce que vous ça se fera. Je crois que les gens, il y a beaucoup de gens intelligents qui savent que ce qui est en train de venir là, ce n'est pas bon pour le pays. Et ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, ils se trompent. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, ça je vous le signale. Donc en conséquence, utilisons notre tête. Nous sommes intelligents, prenons les bonnes décisions. Bien, je voudrais poser une dernière question avant qu'on finisse à l'honorable. Alors, je voudrais demander à l'honorable, voilà, 8 ans de ce gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il a apprécié de ce gouvernement? Qu'est-ce que vous appréciez des réactions de ce gouvernement? 8 ans après, et... Merci, monsieur le journaliste. J'ai souvent dit que gouverner, ce n'est pas chose facile. Tout à fait. Il n'y a rien de plus difficile que gouverner. Voilà pourquoi chaque instant, je félicite tous ceux qui ont eu l'occasion de prendre la destinée de nos différents pays, surtout dans un contexte de pays pauvres, chroniquement déficitaires. Prendre la tête de ces pays-là, ce n'est pas chose facile. Donc toute personne qui a eu la chance d'avoir l'opportunité de diriger, il est à féliciter. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que le gouvernement a fait de bon, je fais l'effort de ne pas répondre à cette question-là. Parce que le gouvernement a tellement de gens pour faire la propagande de ce qu'il a fait de bien. Moi, je suis là pour dire ce qui n'est pas bien. C'est mon rôle en tant qu'opposant. La loi sur les statuts dit de critiquer les politiques du gouvernement. D'accord? Et de faire des propositions d'amélioration. Je suis dans ce contexte-là. Je ne serai pas là pour dire, il a applaudi le gouvernement. Donc, il en a suffisamment déjà. Il y a suffisamment déjà pour le faire. Oui, ce gouvernement a fait ceci, c'est bien, mais ceci n'est pas bon. Ceci, c'est bien, ceci n'est pas bon. Et ça permet de... Quel gouvernement vient pour mal faire? Tout le monde vient pour bien faire. Mais malheureusement, tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être bon. Ça c'est clair. Et le gouvernement a toute une machine, d'accord, pour faire la propagande de tout ce qu'il fait de bien. Mais malheureusement, les journalistes que vous êtes, vous avez la maladresse souvent. Lorsque nos opposants parlent en disant un mot sur ce que le gouvernement a fait de bien, alors là, c'est ça que vous captez. C'est ça que vous mettez à tout le peuple. Et nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, je vais poser une dernière question à l'honorable. Honorable, vous avez vu le joyau que le gouvernement a déposé à Neki. Ce palais royal que le gouvernement a déposé à Neki pour la communauté, la communauté Batono. C'est beau. Vous avez vu, vous avez été. Vos impressions, votre appréciation par rapport à ce qui se fait. Merci beaucoup. Vous savez, oui, c'est le rôle du gouvernement de construire ce pays, de faire en sorte que le pays soit beau. Il est élu pour ça. S'il ne fait pas ça, il fera quoi? Il fera quoi? C'est ça.
Je ne peux pas commencer à applaudir. Non, il a bien fait. D'accord? Il est élu pour faire bien. Donc, pour et vous, Dieu merci, il a bien ce fait. qu'il a fait, c'est que c'est... Il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord, ok. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le gouvernement a fait son devoir. Mais pourtant, Quand le gouvernement des vient de gouvernements- construire devant ma maison, des tu gouvernements viens de sont construire passés. des routes. Pour l'honorable... Les gouvernements sont passés, Chacun- oui, ça n'a pas été fait. mais- Je vous assure, chacun fait pour lui. D'accord. Et vous Personne aussi- ne peut tout faire. N'oubliez pas que ces 13 milliards qui ont été utilisés au niveau de nos stades, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas praticables. On va y revenir sur la question. Notre stade a été exclu, malgré tout ce que vous dites On là. va y revenir Donc sur faisons la question. attention. D'accord, honorable. Très bien. On est d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Merci. Enfin, frère Ouvi, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Avec l'honorable Worokubu, nous avons exploré les tenants et aboutissants de l'affaire frère Ouvi, discuté des réactions de l'opposition et examiné les implications politiques de cette arrestation. Ce qui ressort clairement, voilà, c'est que la situation actuelle soulève de nombreuses questions sur l'état des libertés au Bénin et sur la direction que prend la démocratie de notre pays. Notre invité a partagé également avec nous son point de vue sur les défis qui attendent l'opposition dans cette lutte pour la défense des droits fondamentaux. Et il est évident que cette affaire, justement, ne manquera pas de marquer le paysage politique, surtout à l'approche de ces joutes électorales qui se pointent à l'horizon. Alors, honorable, votre mot de la fin avant de conclure cet entretien. Merci beaucoup, M. Ismaël Malogou. Merci. Monsieur Kofi. C'est nous, c'est moi qui vous... Je crois que c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Et je souhaiterais que, à la fin de cette émission, qu'on ne me dise pas que BLTV a des soucis avec la hack, a des soucis avec... Non, On espère. non, mais exactement. Non. Il vaut mieux le dire. Il vaut mieux le dire, c'est très important. Il faut diversifier, il faut écouter d'autres sons de cloche. C'est important. Oui, moi j'ai suivi en direct le capitaine Patrice Tcherko lors de son intervention sur Golf Télévision. Et ce qui lui est arrivé, ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas bon pour un pays. Et les événements en cours au Niger, au niveau du parc W, lui donnent suffisamment raison. Et ce n'est pas bon lorsqu'il s'agit d'un État. L'État ne meurt pas. C'est dans la continuité. C'est les hommes qui passent. On doit faire en sorte que ce que nous allons faire pendant qu'on y est, que ça ne soit pas entaché de saleté, de ce qui n'est pas bon. Parce que ça va rester. C'est très important. C'est ce que nous demandons pour nous tous. C'est vrai. C'est les autres que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous-mêmes, on pourrait être là demain. Faisons en sorte que ce que nous allons faire pendant que nous sommes aux commandes, pendant que le peuple béninois nous confie les destinées du pays, Oui. qu'on puisse le faire dans l'intérêt de toute la nation. C'est ce qu'on demande à tous nos dirigeants. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Alors là, nous remercions chaleureusement notre invité, l'honorable Worokubu, qui nous a donné des éclaircissements et son engagement sur la question du frère Ouvi. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Malgré votre calendrier très chargé. Chers confrères Arnaud Koumoudi, merci également d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'était un plaisir. Vous avez un mot de fin? Eh bien, comme toi, je vais remercier l'honorable pour accepter d'être venu sur ce plateau, débattre de cette question qui, il faut le dire, n'est pas une question assez facile. Tout à fait. Mais il a apporté son point de vue et l'honorable a reconnu que Voilà. les choses se font dans le pays. Et donc, mais il n'est pas là pour applaudir ce qui se fait. Et il est là pour dire ce qui doit être fait et ce qui ne se font pas, ce qui ne se fait pas encore. Alors, nous disons merci à l'honorable et nous disons également aux chers amis téléspectateurs que cette émission que vous venez de suivre va continuer. C'est une émission sans tabou, c'est une émission sans parti pris. Tous les partis peuvent venir, ceux qui sont intéressés peuvent venir sur ce plateau, débattre de cette question-là. Et donc, nous disons merci à tout le monde, merci aux téléspectateurs. Et nous prenons rendez-vous pour l'émission prochaine où nous allons vous donner des éléments très alléchants pour vous égayer, pour vous donner un certain nombre de réponses aux différentes questions qui se posent dans la République. Merci à vous, Arnaud Koumoudi. Merci à l'honorable. Quant à vous, chers téléspectateurs de Dabarou TV et de Bell TV, merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques de préparation et de livraison de cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.